Donc, bonjour à tous. Donc voilà, je vais donc vous faire une présentation sur les différentes possibilités liées à la mesure par fibre optique. C'est un domaine assez nouveau. Donc, les capteurs par fibre optique peuvent remplacer directement de nombreux capteurs câblés conventionnels. Donc, on peut remplacer des jauges de déformation, des thermocouples ou des PT100, tout ce qui est accéléromètre, des capteurs de déplacement, des capteurs angulaires. Originellement, en fait, les fibres optiques, elles servaient à la transmission d'informations numériques. Voilà. Donc, il existe des situations dans lesquelles l'instrumentation avec des capteurs conventionnels peut causer des problèmes. Donc, en cas de champ électromagnétique intense, donc on a des risques de couplage, lorsque le capteur peut causer un dysfonctionnement du produit testé, en présence d'haute tension ou d'arc électrique, notamment sur les ouvrages avec la foudre, et lorsque l'environnement est hostile, dans les environnements nucléaires ou ATEX, l'utilisation de capteurs conventionnels peut poser des problèmes. Et l'instrumentation conventionnelle, pour contourner tous ces problèmes, alors on peut toujours trouver des solutions, mais ça peut se révéler très coûteux et également inefficace. Donc, les fibres optiques peuvent être utilisées comme capteurs pour mesurer la déformation, la température, la pression et d'autres quantités. Il existe différentes techniques utilisant la variation de la longueur d'onde, c'est les plus courantes, ou le temps de propagation dans la fibre. Voilà. Donc, voilà le sommaire de cette présentation. On va examiner les points suivants. Qu'est-ce qu'un réseau de Bragg? Qu'est-ce qu'un interrogateur? Avec celui qui est basé sur spectromètre, il y a également un interrogateur avec une source de lumière réglable. Et enfin, le petit dernier qui est le filtre de bord. Une comparaison de ces interrogateurs, les connectiques et les mises en œuvre de la fibre, des solutions fibres, et un exemple de système de mesure. Je représente la société IMC, donc je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait dans notre point. Donc, les réseaux de Bragg sont un type de structure réfléchissante construite dans une partie d'une fibre optique. Lorsque la lumière traverse le capteur, seule la lumière d'une longueur d'onde particulière est réfléchie. Et la longueur d'onde centrale du spectre de la lumière réfléchie est appelée longueur d'onde de Bragg. C'est ce que vous avez en fait en retour, c'est cette partie qui est là que vous voyez. Donc, la lumière rentre dans la fibre, une partie est réfléchie, et c'est cette partie réfléchie en fait qu'on récupère en retour. Donc, la modification d'une contrainte mécanique ou d'une force de traction appliquée donc, sur la fibre optique entraîne une modification de la longueur d'onde de la lumière réfléchie. Donc, quand on tire ou qu'on comprime la fibre, forcément, ça va déformer le miroir et donc changer la longueur d'onde de Bragg. Lors d'une mesure de la température, les réseaux de Bragg doivent être protégés contre les effets de la déformation, ou lors d'une mesure de déformation, les effets de la température doivent être compensés. Les deux sont liés. Si la longueur du corps augmente, la déformation est appelée traction. Si elle diminue, la déformation est appelée compression. Et donc, si elle est en traction, c'est positif. Et si elle est en compression, c'est négatif. C'est le même cas qu'on trouve sur nos jauges traditionnelles. Les principaux avantages des capteurs à fibre optique donc, sont leur passivité et leur immunité contre les interférences électromagnétiques. C'est le premier point. Et également leur grande robustesse face à l'environnement. C'est des capteurs qui sont très durables en termes de cycle également. Donc, leurs principaux inconvénients, c'est le coût élevé de mise en œuvre. Les capteurs ont un certain coût, mais c'est surtout la partie interrogateur qui est non négligeable. Et puis, bien sûr, la méconnaissance des utilisateurs. Tout le monde ne sait pas comment que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et ils sont utilisés principalement donc, pour la surveillance de la santé structurelle des infrastructures du génie civil, du fait de leur grande longévité, l'aérospatiale, l'énergie et le transport maritime. Essentiellement aussi à cause de la corrosion saline qui ne touche pas ces capteurs. Donc, les capteurs de déformation à fibre optique peuvent être classés en 3 catégories. Il y a 3 catégories principales. Les capteurs monopoints, qui sont durables et très précis, sont fixés à une fibre optique et ont une large bande passante. Donc, la lumière qui passe dans la fibre est réfléchie par le capteur. La longueur d'onde se décale donc selon la grandeur appliquée au capteur. C'est ce qu'on voit en fait ici. Donc, vous avez toujours le même principe avec la grille de Bragg.
le réseau de réfraction et donc la lumière émise est retournée selon la grandeur mesurée. Voilà. Ensuite, on a une autre configuration qui est la configuration quasi distribuée ou multiplexée. Donc, les capteurs de déformation peuvent être multiplexés et placés à des endroits stratégiques le long de la fibre pour obtenir une mesure quasi distribuée cheminant dans la structure à mesurer, comme par exemple un pont. Ça peut être de grandes structures avec des capteurs placés aux endroits stratégiques de la fibre. Et enfin, il y a un dernier cas, c'est la configuration des capteurs distribués. Ici, la détection utilise le câble à fibre optique pour surveiller la déformation sur toute la longueur. On n'a pas forcément une jauge unique d'une structure faisant l'objet de la mesure. Donc, par contre, ces capteurs nécessitent des interrogateurs spéciaux de type Fabry-Perot. Et c'est pas vraiment le sujet de cette présentation. Voilà. Donc, on va surtout travailler sur les deux premiers cas. Donc, il y a la compensation de la température. Donc, il est bien connu, effectivement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'une méthode de compensation de température des capteurs FBG est nécessaire. La déformation et la température sont liées. Donc, les méthodes de compensation couramment utilisées, alors, il y a la méthode de la mesure d'une température de référence, la méthode avec deux capteurs FBG en opposition, et la compensation par bimétal, qui est assez récente, dont la dilatation inverse compense l'influence de la température. On va voir le premier cas, la méthode de la température de référence. Cette méthode consiste à placer donc deux FBG de même caractéristiques dans le même champ de température. L'objectif est de garantir que tous les changements de température ont le même effet sur les deux capteurs. L'un des capteurs utilisés donc comme référence est protégé de la déformation et mesure uniquement les changements de température. Et la compensation est obtenue en soustrayant le décalage de la longueur d'onde causée par le changement de température à partir du décalage total de la longueur d'onde mesurée. Donc, c'est ce qu'on voit en fait sur ce petit schéma. Donc, il y a la zone active entre les deux points d'ancrage du capteur, qui va être la zone de déformation, donc avec la jauge optique qui se trouve ici. Et puis, une partie de température, de compensation de température, qui va être donc, le capteur qui ne sera pas soumis à cette déformation, qui va mesurer uniquement la température. Bien sûr, cette méthode-là nécessite de faire deux mesures, une pour chaque grille. Ensuite, on a une autre méthode, c'est la méthode des capteurs donc en opposition, qui utilisent deux capteurs FBG ayant les mêmes performances, qui sont collés sur les deux déformations, positifs et négatifs du substrat. Et donc, forcément, quand on va déformer élastiquement ce substrat, un des FBG va être étiré, tandis que l'autre va être donc comprimé. L'influence de la température ambiante des deux FBG étant considérée comme identique au sein du même capteur, les décalages de longueur d'onde peuvent éliminer la sensibilité croisée donc de la température et la sensibilité de mesure du capteur FBG avec cette méthode, comme on en a deux pour les jauges conventionnelles, on peut améliorer la sensibilité de mesure. Et enfin, le troisième cas, donc c'est la méthode des capteurs donc FBG avec un bimétal. Donc, il y a eu des études qui ont démontré qu'un capteur bimétallique à coefficient de température négatif permet d'éliminer l'influence de cette température. Donc, la fibre est fixée sur un côté à un composant métallique qui va se déformer avec la température et appliquer au capteur FBG, donc à la grille, une traction inversement proportionnelle à la température. Donc, cette méthode permet au capteur d'avoir une sensibilité nulle à la température et en n'utilisant qu'un seul capteur FBG. Il faut cependant choisir et utiliser les capteurs selon le matériau mesuré pour que la compensation fonctionne correctement. Il existe donc par exemple des capteurs qui vont être fixés sur différents matériaux comme de l'acier ou de l'alu. Il faut bien choisir son capteur. Mais ça ne nécessite qu'une seule jauge optique. Voilà quelques exemples de capteurs monopoints. Donc, on a des capteurs monopoints, donc il y a juste le capteur, la fibre ne va pas plus loin et on a le connecteur. Là, vous avez en fait des capteurs quasi distribués ou multiplexés où on a tout un ensemble de capteurs le long de la fibre avec des distances qui peuvent être différentes d'un capteur à l'autre. Il n'y a pas de règle là-dessus.
après. Donc, on va voir un peu maintenant, après avoir vu les jauges, la partie température. La mesure de température, c'est un paramètre également couramment utilisé dans tous les domaines d'application. Les capteurs de température conventionnels comme le thermocouple ne sont pas immunisés contre les interférences électromagnétiques et très souvent on a des problèmes de mesure et puis ça ne permet pas de faire une mesure distribuée. Il faut tirer un cap par capteur. Les capteurs à base de réseau de Bragg donc, sont très fiables, à une faible conduction thermique également et ils sont souvent de petite taille et fortement immunisés contre les phénomènes électromagnétiques. Il existe en fait plusieurs types de ces capteurs qui sont classés selon des types. Donc le type 1 qui a une gamme courante qu'on trouve facilement de moins 20 à plus 80 degrés. Après, il y a le type 2 qui a une gamme jusqu'à 500 degrés, mais qui peut aller avec certains traitements dopants dans la fibre jusqu'à 800 degrés. Et au-delà de 1200 degrés, le capteur à base de silice devient inapproprié à l'utilisation. Il existe d'autres solutions qui sont très chères, qui sont des capteurs à base de saphir, qui est le plus performant. Et donc, on peut mesurer efficacement avec ce genre de capteur jusqu'à 1400 degrés. Voilà. Voilà quelques exemples de capteurs de température. Donc, on en voit un ici qui fait que 0,5 mm de diamètre. Donc, c'est des capteurs qui sont tout petits. Ces capteurs-là peuvent mesurer jusqu'à quelques centaines de degrés et vous avez des capteurs qui peuvent mesurer comme des thermocouples jusqu'à 1000 degrés. Voilà, on trouve un peu de tout. Il existe aussi des capteurs de déplacement. Donc là, il y a les différentes techniques qu'on retrouve qui sont appliquées au FBG avec les déplacements avec un mécanisme à câble ou à tige. Il n'y a pas grand-chose à dire de ces capteurs. Il y a les capteurs de pression qui dérivent directement des capteurs d'effort. Donc, il existe différentes techniques pour ces capteurs de pression basés sur des capteurs FBG. Il y a la première qui, en fait, se base sur la déformation d'un diaphragme, donc la pression pousse. On a une barre qui va pousser sur ce levier qui est équipé de capteurs en opposition qui, en plus, va pouvoir réaliser la compensation de température ou alors directement par l'application de la pression sur le capteur avec toujours un deuxième capteur pour compenser cette température qui, lui, ne sera pas exposée à cette pression. Ensuite, on a les accéléromètres. Donc, ils sont bien adaptés à la surveillance longue durée d'ouvrages, comme des ponts, des structures, à cause de leur longue durée de vie également. Et puis, on peut tirer des centaines voire des kilomètres de fibres sans déperdition de signal. Donc, on va voir un peu maintenant les interrogateurs. Alors, qu'est-ce qu'un interrogateur? En fait, c'est l'équivalent du conditionneur de signal avec nos capteurs traditionnels. Cet interrogateur va mesurer la longueur d'onde réfléchie du réseau de Bragg. Donc, on utilise couramment des interrogateurs basés sur des spectromètres ou des lasers accordables ou des filtres de bord. C'est les trois technologies principales du marché. Et la société allemande Phosphorix, avec qui on travaille, a développé des interrogateurs basés sur les filtres de bord. C'est cette technologie qu'on utilise chez IMC. Voilà. Effectivement, on retrouve couramment des lasers accordables basés sur spectromètre pour les technos multicapteurs. Donc, voilà le schéma un peu d'un interrogateur à base de spectromètre. Donc, il utilise une source lumineuse large bande, qu'on voit ici. La lumière de la source lumineuse est envoyée dans la fibre, donc ici. Les capteurs FBG situés le long de la fibre et accordés chacun sur une longueur d'onde différente, ils sont là. Vous renvoyez donc la grandeur mesurée dans la fibre, donc sous forme d'un décalage de cette longueur d'onde. Et la lumière réfléchie du capteur donc, va retourner vers la source. Alors justement, pour éviter que celle-ci ne retourne vers la source et soit donc dirigée vers le spectromètre, on utilise ce qu'on appelle un circulateur. C'est la partie qui se trouve là au milieu, qui va rediriger
donc la lumière réfléchie par les capteurs dans le système de mesure, dans le spectromètre. Voilà, donc ça rentre dans le circulateur et ça arrive dans notre spectromètre. La lumière restante qui passe au travers du capteur FBG qui n'est pas donc réfléchi, eh ben, elle traverse jusqu'au prochain capteur et jusqu'au bout de la fibre. Seule la lumière réfléchie par la longueur d'onde du miroir du capteur est renvoyée. Voilà donc le fonctionnement de cet interrogateur à spectromètre. Ensuite, on a la deuxième techno qui est utilisée, c'est celui basé sur une source lumineuse accordable. Ici, donc, on n'a plus une source lumineuse large bande comme précédemment, mais on va plutôt régler en fait la fréquence finalement de cette lumière. On va l'accorder. Souvent, c'est un laser, en fait, la source qui va être accordée sur une certaine longueur d'onde, qui va varier périodiquement. Voilà. Et lorsque cette longueur d'onde émise donc correspond à la longueur d'onde réfléchie par un des capteurs, le capteur réfléchit donc la lumière qu'il traverse. Donc on va finalement faire un balayage de longueur d'onde sur notre réseau de capteurs. Et quand il y en a un qui va correspondre à la longueur d'onde qui arrive, ben, à ce moment-là, sa grandeur mesurée va être envoyée à travers le circulateur directement sur le système de détection qui est ici une photodiode qui va mesurer donc cette longueur d'onde. Et donc on peut déterminer la longueur d'onde en connaissant la longueur d'onde de la source de lumière. Donc qu'à un moment donné, on connaît cette longueur d'onde. Et donc avec cette techno, on peut également utiliser plusieurs capteurs par fibre, comme indiqué ici, en mode quasi distribué ou multiplexé. Enfin, il y a une troisième technologie qui existe relativement récemment, c'est les interrogateurs à filtre de bord. Ça fonctionne de cette façon-là. Donc la lumière, ici, on a de nouveau une lumière à large bande qui est renvoyée dans la fibre. Le circulateur redirige la fibre vers l'analysateur et la longueur d'onde réfléchie de cette lumière est convertie en intensité lumineuse par le filtre de bord. C'est toujours le même fonctionnement. Sauf qu'ici, on va avoir la lumière réfléchie par un seul FDG qui va être appliqué à ce filtre de bord, qui va transformer cette longueur d'onde en intensité lumineuse. Et cette intensité lumineuse, ben, elle va être en fait mesurée par cette photodiode et transformée dans le monde électrique. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut effectivement limiter la bande passante du signal de mesure par un filtre anti-repliement et donc ne pas avoir de repliement de signal. Voilà donc un tableau de comparaison des interrogateurs selon le type, la vitesse d'échantillonnage et le nombre de capteurs connectables simultanément sur la même fibre. Donc on a le spectromètre qui va à peu près jusqu'à 1 kHz, mais qui dépend du nombre de capteurs par fibre. La source de lumière variable, le laser accordable, a la même caractéristique que le spectromètre. Ça diffère peu entre les deux technos. Et le filtre de bord qui a une fréquence d'échantillonnage plus élevée, mais il n'utilise qu'un seul capteur par fibre. Les deux premiers cas, en fait, finalement, sont des cas multiplexés et scannés. En fait, on scanne le réseau. Et du fait de cette technologie scanner, on a une bande passante qui est un échantillonnage qui est plus limité et donc pas de possibilité de filtrage anti-repliement. Donc voilà la suite de cette comparaison avec un peu plus de détails. Donc vous trouverez ici donc les trois types d'interrogateurs avec le nombre de capteurs par fibre, la vitesse d'échantillonnage et le type de mesure réalisable. Et je vous ai aussi donné une idée du coût d'un interrogateur IMC type, donc à peu près 1 000 € la voie. Il faut compter 180 € pour un capteur de déformation. Voilà, les autres sont, selon en fait la techno, peuvent aller jusqu'à 50 kHz, mais pour une fibre, ou peuvent aller jusqu'à 100 Hz par capteur, mais avec une méthode spectromètre. Par contre, on peut aller jusqu'à 9 capteurs par fibre.
Voilà. Donc après, on a la connectique trouvée sur les capteurs et les interrogateurs pour brancher le tout ensemble. Donc la connectique la plus récente, c'est le modèle E2000, qui a l'avantage d'avoir un capuchon imperdable à la fermeture automatique. Lorsqu'on extrait le connecteur de son emplacement, c'est ce connecteur qui se trouve là. Les autres existent depuis des années, ils sont issus directement de la transmission numérique par fibre optique. Donc on retrouve les plus traditionnels comme les ST, les FC. Voilà. Alors, on va voir en détail un peu plus pratiquement la mise en œuvre des capteurs. Donc, ces capteurs peuvent être collés, soudés ou vissés sur le corps, donc à essayer sur la structure. Souder est un moyen rapide et efficace d'installer des capteurs sur une structure prête à être utilisée peu de temps après l'installation sans attendre le durcissement de l'adhésif. Sinon, bien sûr, il faut attendre que la colle sèche. Pour les matériaux composites, deux options sont possibles, le collage ou l'intégration directement du capteur dans la structure lors de sa fabrication. Et les connexions par boulon ne sont pas conseillées pour les composites, bien sûr, car le perçage va endommager les fibres, mais ça peut être une bonne solution pour les structures en béton ou les structures métalliques. Et les capteurs se collent généralement très bien sur des surfaces planes ou courbées. Les capteurs ne sont pas du tout rigides, on peut facilement les coller sur différentes surfaces. Il faut tenir compte également du rayon de courbure du câble et de sa longueur. Donc, il existe pour ça des fibres à haute capacité de flexion. Ces fibres peuvent être utilisées dans les espaces étroits avec un rayon de courbure serré, surtout dans les capteurs, dans la fabrication des capteurs eux-mêmes. Les fibres très flexibles ont souvent des pertes optiques plus importantes. Et les fibres ayant une rigidité moindre, elles peuvent être utilisées après sur plusieurs kilomètres sans perte optique significative. Donc, il y a vraiment, plus c'est flexible, plus il y a de pertes optiques, et moins c'est flexible et moins il y a de pertes. Voilà. Donc, il faut aussi tenir compte de la compensation de température. J'avais déjà évoqué ce point tout à l'heure, et de la technique du capteur qui va être déterminée selon le type d'interrogateur, pour les monopoints, les multipoints. Si l'interrogateur est monopoint, alors seule une compensation par la techno bimétal pour les jauges ou similaires est possible. Pour les autres, l'utilisation de plusieurs capteurs FBG par fibre peut permettre d'utiliser ces méthodes de compensation qu'on a vues précédemment. Et les capteurs ont des longueurs d'onde différentes, c'est ce que je vous ai montré également. Donc, il faut les sélectionner ou les faire fabriquer avec des longueurs d'onde correspondantes à votre interrogateur. Souvent, on a un interrogateur, mais les capteurs, on les change plus souvent, ou on les commande selon son application. Donc, il faut bien faire attention de commander ces capteurs dans la zone de fonctionnement de son interrogateur. Et la distance de longueur d'onde également entre deux capteurs définit la plage maximale de mesure de ces deux capteurs. Parce que sinon, vous risquez d'avoir du chevauchement de longueur d'onde et ça va altérer les mesures. Il faut également contrôler et déterminer les pertes optiques, surtout si le réseau est long. Plus c'est long, plus forcément vous aurez à avoir de pertes optiques. Le nombre de connexions pouvant être utilisées par voie optique dépend non seulement du type de connexion utilisée, mais également de l'interrogateur, du type de fibre, de la longueur, etc. Ainsi, pour minimiser les pertes optiques de signal, il faut faire attention à tous ces points-là. Il faut savoir que l'atténuation dépend de la longueur d'onde et qu'elle atteint un minimum vers 1550 nanomètres pour les fibres en silice. Et donc, après les connexions, il y a deux types de connexions. Il y a les connexions pour connecter les capteurs et les interrogateurs, soit les connecteurs, soit les épissures. Les connecteurs, bien sûr, sont plus faciles à utiliser sur site, puisqu'on peut les débrancher. Et à chaque fois, ils causent des pertes optiques plus élevées, sont plus susceptibles de se dégrader avec le temps.
Les épissures, en revanche, sont des connexions définitives, donc c'est bien pour rabouter deux fibres définitivement. La fusion des deux fibres, ça s'avère très stable dans le temps et ça présente de faibles pertes optiques par rapport au connecteur. Néanmoins, ça nécessite des outils dédiés et des gens qui sont formés et le temps d'installation est plus long. Donc, il existe différents types de fibres. Il y a la fibre monomode et la fibre multimode. Et dans notre cas de capteur, en fait, seule la fibre monomode sera utilisée. La multimode, elle est moins performante, elle est réservée aux applications informatiques sur de faibles distances. Donc, c'est toujours de la fibre monomode qu'on utilise. Et dans cette fibre monomode, il existe de la fibre avec un cœur de 9 micromètres, où on trouve également de la fibre avec un cœur de 6 micromètres. Donc la 9 micromètres, elle présente de faibles pertes d'atténuation, mais un rayon de courbure plus élevé que celui de la fibre 6 micromètres, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc celles qui sont très flexibles avec 6 micromètres sont intéressantes sur des faibles distances et si vous avez des rayons de courbure qui sont courts. Sinon, il faut utiliser la 9 micromètres. Il arrive un moment où on doit interconnecter ces deux fibres. Et donc, même via des épissures, comme les cœurs n'ont pas des diamètres identiques, on se retrouve avec des pertes assez élevées au niveau de ce point de jonction. Et donc, ça limite le nombre de connexions sur une même chaîne optique. Donc, il y a un exemple type de fibre que vous trouverez le plus couramment, c'est la SMF28 avec un cœur de 9 micromètres. Et SMF, c'est Single Mode Fiber. Voilà. Donc, c'est une référence de fibre très, très courante dans le domaine des capteurs optiques. Voici donc un exemple d'intégration dans un système de mesure. Donc, vous avez l'interrogateur FBG qui fait partie de la famille Kansas Flex. Elle se compose de modules pour les signaux optiques, analogiques et numériques. Donc, ces conditionneurs vont envoyer leurs mesures à un enregistreur de type BusDAC qu'on voit ici. L'avantage ici, c'est qu'on peut combiner des mesures donc, optiques sur cet interrogateur et des mesures conventionnelles sur les autres amplificateurs. Après, la visualisation et la synchronisation avec d'autres systèmes peut se faire à travers du MTP ou du PTP ou du RINB. Et tout ça, en fait, c'est piloté par notre logiciel maison qui s'appelle IMC Studio. Voilà, donc pour résumer, on arrive à la fin. Il n'y a pas de perturbation des signaux par des phénomènes électromagnétiques. La très longue durée de vie pour la surveillance d'ouvrages d'art. L'utilisation sur de longues distances aux pertes d'informations grâce à la fibre monomode. La multimode, c'est plutôt court, c'est pas utilisé. Aucune source d'énergie nécessaire au point de mesure. On peut regrouper le conditionnement par une source d'énergie et tirer des kilomètres de fibre sans perte d'information. Savoir aussi que la fibre, ça coûte très peu cher. C'est surtout la connectique qui coûte cher, mais tirer des centaines de mètres de fibre, ça ne coûte pas grand-chose. Utilisation possible en milieu hostile, nucléaire ou ATEX. Pas de courant, pas d'étincelle, pas d'explosion. Et peu ou pas d'influence sur le milieu mesuré. Voilà. Donc, j'ai fini. Si vous avez quelques questions. Bonjour. Bonjour. Je me permets de poser une question du coup. Vous avez parlé de la compensation de température lorsqu'on faisait une mesure de déformation. Oui. Et du coup, je me demandais si à l'inverse, si on est si l'objectif c'est de faire une mesure de température, mais dans un environnement où on a de forts taux de vibration, par exemple, comment est-ce qu'on va compenser ces vibrations il faut protéger la fibre, l'élément actif, en fait, de ces vibrations et de toute traction ou compression. D'accord, d'accord. Mais il n'y aura pas de possibilité si
je ne sais pas si je devais faire une mesure de température au niveau d'une pompe ou des choses comme ça et qu'elle soit très locale et que j'ai pas forcément possibilité de la protéger de cet environnement vibratoire. Il Il y a faut, pas de... ouais. Il faut savoir que les capteurs sont très très petits déjà, donc au niveau, même si vous avez une accélération importante du fait de leur poids, l'influence est faible. D'accord, ok. D'accord. Vous avez des Merci. capteurs qui font 1 millimètre, donc le bout en lui-même pèse c'est en milligrammes, quoi. D'accord. Ok. Ok, ok. Merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Bon, ben Michel, je pense que la présentation était assez claire. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez donc le contact d'IMC donc, à l'écran. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers lui ou si besoin pour les autres conférences, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, vous trouverez le programme sur le site du réseau Mesure et le site de Mesure Solutions Expo. Merci Ok. à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me J'ai une rappeler. question rapide. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, on vous entend. Alors, j'ai une question concernant les accéléromètres que vous pouvez relier à ces chaînes d'acquisition fibre optique et les mesures. Donc, c'était plutôt ouvrage d'art, donc j'imagine des faibles fréquences, 50 Hz Oui, peut-être. oui, généralement, en fait, les gammes de fréquences de ces accéléros, c'est quelques centaines de hertz. D'accord, ok, très bien. Il Merci ne faut pas beaucoup. s'attendre à trouver des accéléros à 50 kg Oui, j'imagine. J'imagine. dans ces technos. Merci. J'avais une question également, si on m'entend. Oui. Oui, Denis Oui. Bourrier à l'appareil. Quand on parle de courte distance et de longue distance, en mètres, c'est de quel ordre au niveau des fibres? Alors, quand on parle en fait de 9 micromètres, on peut tirer raisonnablement plusieurs kilomètres de fibre. Après, ça dépend du nombre d'insertions, du nombre de connecteurs, mais on peut effectivement équiper un ouvrage d'art, je veux dire un pont qui ferait plusieurs kilomètres, ça pose aucun problème. Alors moi, je suis plutôt intéressé par les plus petits ouvrages, pas de l'ouvrage d'art, mais Comme du train, l'instrumentation, par exemple. voilà, comme du train. Donc là, les fibres flexibles, on peut les utiliser raisonnablement jusqu'à quelle longueur? Oh, c'est plusieurs centaines de mètres. Aussi, oui, d'accord. Ouais. La fibre monomode, en fait, on a des atténuations type en utilisation standard, on va dire télématique, on a des longueurs de 40 à 50 km entre répéteurs en 9 micromètres. Et donc, on peut mettre quelques kilomètres de fibre même en 6 micromètres. Et une autre question sur les systèmes à filtre de bord sont toujours monovoix? Oui, cette technologie en fait fait qu'on n'a qu'un seul capteur par voie. Par contre, l'avantage aussi qu'on a avec, c'est qu'on n'a pas de repliement. Et on peut avoir des fréquences d'acquisition plus élevées que sur d'autres systèmes type spectro ou scanner laser. D'accord. Souvent, ça peut être plus pratique aussi d'avoir, bon, ça dépend effectivement de la structure. Quand on a de grandes structures avec un grand nombre de capteurs, les méthodes spectrométriques ou scanners laser sont intéressantes. Parce que par entrée d'interféromètre, on peut connecter un certain nombre de capteurs en série. Toujours pas de projet de scrutateur en flex? Actuellement, en fait, on travaille avec cette société Phosphorix et ils ont déjà en fait un interrogateur spectro dans la gamme, donc qui fonctionne très bien dans l'environnement IMC directement. Il n'y a pas nécessité immédiate de construire quelque chose.
D'accord, avec acquisition sous studio en direct. Oui, et ça se configure avec un Flex 2000, ça se synchronise en PTP directement. Et donc, on peut utiliser ça avec des systèmes Chronos Flex et puis optique dans la même mesure. Merci Michel. De rien. Pas d'autres questions? Bon. Ben, merci beaucoup Michel pour ce temps accordé pour le réseau mesure et cette conférence. Merci à IMC et bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée.